Bonjour. Merci d'être venu. Je me présente d'abord, Ryan Belkadi. Je vais faire un petit topo rapide sur mon parcours. Avant d'être lighting designer, j'ai commencé ma carrière en faisant médecine. Ça n'a rien à voir, mais c'est un passage. Ensuite, j'ai fait architecture d'intérieur. Par la suite, je suis tombée sur le lighting design en faisant un master of art en architectural lighting design à l'université de Wismar en Allemagne. Et puis ensuite, je suis venue au Maroc et j'opère dans le marché marocain en intervenant sur différents projets. Je suis aussi ambassadrice Women in Lighting pour le Maroc et l'Algérie. Et puis, je vous présente aussi aujourd'hui Lighting Studio, mon agence toute récente, comme étant la première agence qui est fondée par un architectural lighting designer. Et j'espère qu'on sera aussi in sur le marché que l'IT. Donc d'abord, cette présentation sera en 3 axes. Pour résumer le tout, lumière et société, lumière et ville, lumière et durabilité. Donc d'abord, en parlant technique, vu que c'est le thème d'aujourd'hui, technique, on peut l'interpréter comme technique norme et standard, tout ce qui est luxe, normes européennes, mais on peut aussi l'interpréter comme technique d'approche d'un projet. Et c'est ce que je veux aujourd'hui mettre l'accent sur ça, c'est comment développer la réflexion sur un projet, en étant basé sur ces 3 mots-clés que j'ai mis sur ces diapos, c'est lumière, espace et société. Comme si c'était 2 différents calques, on ne sépare pas l'espace de l'identité de cet espace. Il faudrait penser espace, pas seulement volume, mais surtout socialement parlant. Et c'est là où la partie design, créativité, sensibilité, c'est là où elle est importante dans le design process. Ensuite, sur ce slide, je voulais mettre en valeur les différents types de lieux en fait. On n'éclaire pas tout lieu pareil. On n'éclaire pas Marrakech comme ce qu'on éclairerait Oslo ou Lima. C'est par rapport à justement plusieurs facteurs qu'il faut toujours prendre en compte lors de notre développement du process design. Il faut prendre en compte l'usage en posant les bonnes questions, c'est-à-dire pourquoi on éclairerait cet espace, à quoi il sert, qui sont les gens qui vivront, quels sont leurs backgrounds, leur culture, leur identité. Tout ça fait en sorte à ce que le lieu ressemble à ses usagers. Et donc, une petite comparaison dans ces images entre différents schémas urbains, c'est aussi important parce que, comme vous le voyez, la largeur des ruelles, par exemple, n'est pas la même dans tous les pays. Et donc, notre rapport à la lumière naturelle, finalement, est différente. Notre architecture dans notre région, qui est ici en Afrique du Nord, on est plus introverti, on se cache de la lumière. On en a beaucoup pendant plusieurs longues périodes de l'année. Et donc, toute notre architecture est introvertie et donc on se cache de la lumière naturelle pour plusieurs raisons, la chaleur, beaucoup d'autres raisons. Par contre, en d'autres situations géographiques, on fait l'inverse, on s'ouvre, on est plus ouvert vers la lumière naturelle et ça permet d'avoir plus de lumière dans les intérieurs. Alors ce slide-là, c'est par rapport au projet du grand photographe Vincent Laforêt, son projet Project Air. Il prend des photos aériennes de plusieurs villes. Alors pourquoi je voulais montrer ça? C'est par rapport à notre vision de ces villes-là. Voilà. Donc en voyant ces images-là,
sans lire les localisations, je ne crois pas que tout le monde pourrait se localiser. Je ne remets pas en question la méthode d'éclairement, mais justement par rapport à l'identité des villes, le jour, c'est assez clair par rapport à la lumière naturelle, sa réflexion par rapport à l'architecture, les matériaux, le mode de vie. Mais la nuit, on a tendance, avec ce qu'on a comme technologie, on a tendance à tout normaliser et à que tout soit pareil. Ces images-là, on voit Londres, Berlin, Los Angeles et Barcelone. Le jour, c'est pas pareil, mais la nuit, ici, on voit que c'est très similaire. Donc ça nous redonne à réfléchir à notre méthode d'approche pour l'éclairage. Ensuite, pour parler lumière et vie, j'ai pris un exemple que j'aime beaucoup, c'est les master plans en anglais, ou alors schéma directeur d'aménagement lumière en français, c'est plus pratique, master plan. C'est un projet qu'a réalisé Roger Narboni avec l'agence Concepto. Ce qui m'a plu surtout pour cet exemple-là, c'est qu'on voit justement cette identité. Ça, c'est le master plan de la ville de Sao Paulo au Brésil. J'ai eu la chance de discuter justement avec Roger Narboni par rapport à ça. Et son idée, c'était de refaire sortir cette identité dans son schéma directeur. Et on voit dans la photo en haut à gauche, sur les pistes cyclables, aux abords, on a un effet de rivière, d'eau et de végétation qui est recréé. Donc, après, c'est une approche. On peut vouloir redessiner ce qu'il y a le jour, la nuit, ou alors complètement casser cette image et changer. Mais c'est toujours par rapport au projet, par rapport à l'idée du design process. Toujours dans le master plan, c'est un projet que j'ai réalisé dans l'ancienne capitale de Thaïlande. C'était avec le gouvernorat de la ville. C'est une ville assez spéciale, vu que c'est une des plus anciennes capitales au monde, mais aussi c'est un des plus grands temples bouddhistes. Et donc tout ce que vous voyez en haut à gauche, c'est toute la ville avec multiples stupas et temples bouddhistes. Donc non seulement on devait penser à un schéma directeur général, mais il y avait beaucoup plus de contraintes. C'est là où on retombe sur la réalité. C'est-à-dire on veut bien rêver que notre design soit le meilleur et le plus original, mais en vérité, beaucoup de contraintes sortent de nulle part. La particularité de ce projet, c'est que les stupas, en fait, ce que vous voyez en bas, c'est des images après réalisation, et en haut à gauche, c'est mon sketch que j'ai dû proposer. À l'intérieur de la stupa, c'est des centres qui sont à l'intérieur, donc on n'a pas le droit de piétiner ni d'installer quoi que ce soit. Et même pour les stupas elles-mêmes, dans un périmètre de 1 mètre, on n'a pas le droit de réinstaller ni de mettre un clou. Donc par rapport à l'UNESCO, c'était une contrainte claire, et ça fait encore plus de challenge pour les solutions. Donc par rapport au projet, il faudrait toujours prendre en compte l'identité et la particularité de l'espace, notamment ici pour le côté religieux et mystique du lieu. En parlant master plan, c'est vrai qu'il faut penser grande avenue, grande place, face à des monuments, mais un master plan aussi est destiné à ses usages. Et donc il faudrait animer aussi la ville, autrement elle serait plate et sans vie. Et donc il faudrait penser aussi à certaines installations qui peuvent animer et donner envie de circuler la nuit. Je montre en effet des réalisations de l'artiste Janet Achuman, c'est une artiste américaine qui justement installe dans les grandes places publiques de façon éphémère ou pérenne toujours. Elle a fait dans plusieurs villes au monde. Il y a aussi une autre installation qui a été faite par le grand artiste hollandais Dan Roosegaard, Waterlicht. C'est un projet à Amsterdam. En fait, on sait tous que les Pays-Bas ont toujours été menacés par l'eau.
Et donc, sans les digues et sans ce qu'ils ont fait en termes de projets pour stopper justement l'eau, la vie serait en dessous de l'eau de 5 mètres. Et donc, Dan a pensé à remettre tout ça en vie et de simuler ce qu'aurait été Amsterdam et tous les Pays-Bas sous l'eau. Et ça a été possible avec justement la lumière. Ensuite, pour la durabilité, la question qu'on se pose aussi, c'est éclaire-t-on ou pas tout ou rien ou peu? Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui est important? Et c'est là que je reviens au design process au début, les bonnes questions à se poser pour ne pas tomber justement dans plusieurs problématiques, notamment les nuisances lumineuses, light pollution. L'image à droite, les deux images à droite, c'est lumière éteinte, lumière allumée. On voit clairement que le ciel n'a pas le même effet. Il faut toujours prendre en compte ça et éclairer tout ce qu'on a à éclairer. C'est le diagramme qu'on voit à gauche. La lumière nécessaire et pratique est seulement ce faisceau-là. Tout cela est une déperdition et des pertes de lumière inutiles. D'où les résultats de la lumière intrusive, de l'obscurité exagérée. Ce que je veux dire par là, c'est quand on a un lieu très éclairé ou suréclairé, par contraste, on a un lieu très sombre. Et là, ça peut donner un danger côté sécurité et un danger finalement inutile. Donc il faudrait bien étudier la lumière et savoir doser, mettre ce qu'il faut mettre et rien de plus. Les résultats aussi sur l'humain, sur la faune, sur la flore, les animaux, la light pollution ou les nuisances lumineuses font en sorte à ce que le rythme de vie et le cycle de vie des animaux et des humains est perturbé. Ça constitue des troubles et surtout par rapport à l'humain, par exemple, le rythme circadien que M. Charbel a cité, rythme circadien est important. Un cycle de vie de 24 heures qui est régulé par l'hormone mélatonine, c'est le côté médecine qui fait surface. Et donc, ce rythme de 24 heures est perturbé. Souvent, on a l'impression qu'on est tout le temps éclairé, nuit et jour. Donc, il faudrait que nous, en tant que concepteurs de lumière, nous réfléchissons à ce que tout ne soit pas éclairé tout le temps. Et pourquoi pas, de temps en temps, éteindre certains monuments, certaines avenues, pas tout le temps à 100%, pour justement penser à bien faire et apporter une contribution. Voilà. Merci à toi. Donc on va passer à Electri Maroc. Tu veux bien ?